Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une histoire où je n'ai pas de mots. Et d'ailleurs, je vous demanderai, lorsque vous aurez regardé la vidéo, de me donner votre avis, votre analyse, votre perspective en commentaire, parce que vous allez voir que c'est juste dingue. Et juste avant qu'on commence les amis, vous en avez l'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir, et puis ça soutient énormément. Venez également sur Instagram où on est de plus en plus et où on s'éclate pas mal, donc je vous mets le lien en description, n'hésitez pas, et nous on peut commencer notre récit terrifiant. Pour cette affaire, nous devons reculer dans les années et remonter jusqu'à la date du 2 décembre 2010 et partir du côté de l'Australie. Et plus précisément, dans la grande ville de Melbourne, puisque c'est là-bas que la concierge d'une résidence de luxe va se rendre compte qu'elle n'est certainement pas assez bien payée pour le métier qu'elle fait. Car il est 19 h ce jour-là et la concierge de la résidence doit se rendre dans le local poubelle où se trouve le compacteur à ordures, ou autrement dit le vide-ordures, pour y déposer des déchets. Et au moment où la concierge déverrouille la porte de ce local, inhabituellement, celle-ci est bloquée. Mais ce blocage ne résulte pas de la serrure, non, car la porte, il est possible de la pousser. Simplement, il y a quelque chose, un objet derrière qui empêche que celle-ci s'ouvre entièrement. La concierge va alors décider de forcer cette porte du local pour essayer de voir ce qui obstrue le passage. Elle va donner une forte poussée, et puis elle se rendra compte que ce n'est absolument pas un objet qui bloque la porte. C'est bien un corps humain, inanimé, celui d'une jeune femme qui n'est pas inconnue aux yeux de la concierge puisqu'il s'agit d'une résidente. Phoebe Hansjuk, 24 ans, habitante au 12e étage de la résidence, se trouve dans le local poubelle, inanimée, recouverte de sang. La jeune femme est bel et bien décédée et le mystère autour de sa mort ne fait que commencer. Immédiatement, une première précision, Phoebe ne vivait pas seule au 12e étage. Elle était accompagnée de Anthony Rampel, son petit ami. Et bien que Phoebe a 24 ans au moment des faits, Anthony, lui, est beaucoup plus âgé puisqu'il a 17 ans d'écart quasiment avec elle et approche de la quarantaine. Et la différence d'âge n'est pas la seule qui réside entre le couple, puisque Phoebe est décrite comme une personne à l'âme créative, artistique, qui aime s'exprimer par écrit, elle rédige des journaux, des fois de la poésie, elle s'exprime de cette manière. Et même si en apparence Phoebe peut sembler heureuse, eh bien il y a un mal qui la ronge de l'intérieur, un mal terrible qui est la dépression, et qui l'entraîne par moments à des excès d'alcool. Et la jeune femme essaye de ne pas complètement se laisser aller et même de guérir, puisqu'elle consulte un thérapeute qui va lui préconiser un traitement avec des antidépresseurs et ce genre de choses. Anthony, quant à lui, semble être l'opposé de Phoebe. Il est issu d'une famille de juges et il faut dire qu'il a un comportement des plus pragmatiques. Ceci est très certainement issu de l'éducation qu'il a reçue d'un père qui était juge à la Cour suprême en Australie et d'une mère également juge pour un comté. Et encore une fois, le comportement d'Anthony semble être l'antithèse de celui de Phoebe qui est plutôt introverti, alors que lui n'hésite pas à créer du lien social, et c'est d'ailleurs en partie dû à son métier qui est la promotion d'événements. Donc nous avons là un couple certes avec des liens forts, mais avec une certaine opposition dans le comportement. Et nous y reviendrons, car à partir de maintenant, nous allons aborder le détail de la journée du 2 décembre 2010, qui a vu le décès de Phoebe. À 8h47 du matin, et à 8h50 également, l'ordinateur du couple a enregistré 2 connexions sans qu'il ait été possible d'en déterminer la durée. Phoebe et Anthony disposaient chacun d'une carte d'accès pour entrer dans l'appartement. Anthony disposait de celle attribuée avec le numéro 533, tandis que Phoebe utilisait la numéro 664. À 9h01, la carte numéro 533 d'Anthony enregistre un mouvement puisque celui-ci quitte l'appartement pour se rendre sur son lieu de travail. Et selon Anthony, au moment où il quitte l'appartement, eh bien Phoebe est encore endormie. À 11h50 du matin, Phoebe est aperçue sur les caméras de vidéosurveillance de la résidence alors que l'alarme incendie s'est mis à retentir. Et 4 minutes plus tard, la carte numéro 664 attribuée à Phoebe est utilisée dans l'ascenseur. Au cours de la journée, les collègues d'Anthony se portent garant pour ses différents mouvements au sein de l'entreprise. Mais entre midi et 13h30, eh bien, il y a une plage horaire de 30 à 60 minutes durant laquelle Anthony a décidé de prendre une pause déjeuner. Pour ce temps de repos, les collègues d'Anthony précisent qu'il était seul.
tout en sachant qu'il habite à environ une dizaine de minutes à pied de la résidence. À 18h09, la carte d'accès d'Anthony est enregistrée puisqu'il fait son retour à l'appartement. Celui-ci ne se souvient plus si la porte d'entrée était verrouillée ou non. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il pénètre à l'intérieur, eh bien il se rend compte qu'il n'y a pas Phoebe, mais qu'il y a bel et bien ses affaires. Son sac à main, ainsi que sa carte d'accès, étaient dans l'appartement. Cela n'aurait donc aucun sens que Phoebe, elle, ne s'y trouve pas. En avançant un peu plus profondément dans son domicile pour découvrir des indices, Anthony se rend compte qu'il y a des morceaux de verre qui mènent jusqu'à la cuisine. L'homme est de plus en plus inquiet et décide donc de se rendre sur l'ordinateur du couple pour vérifier s'il n'y a pas d'indices dans l'historique de recherche ou peut-être même dans les musiques qu'elle aurait écoutées, quoi que ce soit. Et au moment d'utiliser l'appareil, Anthony se rend compte qu'il y a des taches de sang sur le bureau ainsi que sur la souris de l'ordinateur. Anthony témoigne alors et il explique que dès lors qu'il a découvert le sang, son stress a commencé à monter et il était extrêmement inquiet. Deux comportements étranges viennent tout de même relativiser ce témoignage, puisqu'il a été détecté sur l'ordinateur qu'Anthony s'est connecté à son compte Facebook personnel et n'a pas mentionné au père de Phoebe les morceaux de verre ainsi que le sang lorsqu'il lui a téléphoné. Il aurait apparemment été encore assez calme pour faire une pause cigarette, nourrir le chien du couple et appeler un collègue de travail. La dernière utilisation de cet ordinateur est alors établie à 18h19. Mais le comportement d'Anthony semble suspect et ne dénote pas de celui d'une personne inquiète pour sa compagne qui a potentiellement disparu et peut-être blessée. À 19h, c'est donc le moment de la macabre découverte de la concierge dans le local poubelle. Paniquée, elle va prévenir son responsable et ensuite, immédiatement, les secours et la police. À 19h18, la police est la première sur les lieux. Elle décide de boucler la scène de crime, mais lorsque l'ambulance arrive 9 minutes plus tard, les policiers refusent aux ambulanciers l'accès à la scène de crime, estimant qu'il y a là un cadavre et qu'il n'y a plus de soins à donner. Par conséquent, les ambulanciers n'ont pas pu réaliser un examen pour déterminer l'état de vie ou non de la victime. À 19h20, Anthony va décider de commander un plat à emporter. Le souci, c'est qu'il commande un plat pour une seule personne, alors même que lui et Phoebe, ce soir-là, auraient dû aller au restaurant avec le père de Phoebe dont c'était l'anniversaire. À 19h28, le père de Phoebe, justement, sans nouvelles de sa fille et étant inquiet, demande à Anthony de contacter le concierge pour savoir où se trouve sa fille et également d'appeler la police. Et le comportement d'Anthony va continuer de rester suspect puisque celui-ci ne va rien faire. À 20h03, c'est l'heure de la livraison du plat d'Anthony. Et lorsque le livreur mentionne à celui-ci la nuée de policiers ainsi que d'ambulances qui se trouvent en bas, Anthony va finir par réagir et déclarer que sa petite amie a disparu. Avec ces éléments, vous avez les détails les plus complets que j'ai pu obtenir sur cette affaire et qui s'étalent sur l'ensemble de la journée. Mais ce n'est pas fini. Phoebe, pour se retrouver 12 étages plus bas et dans le local poubelle, est passée par le conduit du vide-ordures. La résultante est que le corps de la jeune femme est recouvert de contusions et fracturé à de multiples endroits. Mais la chute à travers le conduit du vide-ordures n'est pas la raison pour laquelle Phoebe est décédée. La raison de sa mort est que lorsqu'elle a atterri tout en bas dans le local poubelle, elle s'est vidée de son sang. Et au vu de la position du cadavre dans le local, ainsi que la constitution du conduit du vide-ordures, le coroner estime que Phoebe a dû passer les pieds devant pour atterrir en bas de cette manière. Et il explique également que la gravité des blessures de Phoebe ne correspondent pas toutes à celle du passage au travers de ce petit couloir. L'analyse toxicologique du corps de Phoebe va révéler plusieurs choses, et notamment qu'elle avait ingéré un hypnotique, un somnifère, et que dans son sang, le taux d'alcoolémie était 3 fois supérieur à la limite légale, soit environ 1 gramme. A noter que le somnifère ingéré peut avoir des effets secondaires particulièrement indésirables, bien que très rares également, tels que des hallucinations, du somnambulisme et ce genre de choses. Une première théorie commence alors à émerger. La combinaison entre un hypnotique, un somnifère et une dose d'alcool aussi élevée aurait pu engendrer chez une femme déjà dépressive une volonté de mettre fin à ses jours. La question se pose toutefois avec cette combinaison. Est-ce que physiquement, Phoebe aurait été capable d'entrer sans aide dans le vide-ordures et de chuter de 12 étages? La question reste ouverte puisqu'elle n'a pas été tranchée. Il faut reconnaître que Phoebe aurait dû bénéficier
d'une bonne part de lucidité pour pénétrer dans un compartiment aussi étroit. Vous le savez désormais, la jeune femme était dans une période de sa vie compliquée, en proie à de la dépression, mais elle, qui était proche de sa grand-mère, lui avait expliqué qu'elle n'avait jamais tenté de mettre fin à ses jours après que sa grand-mère, justement, ait aperçu sur le poignet de la jeune femme une coupure. Phoebe semblait bien consciente des problèmes d'alcoolémie et d'humeur changeante, mais d'un autre côté, elle essayait de changer tout ça puisqu'elle consultait un thérapeute. Une amie de Phoebe également, Vanessa, expliquera qu'en discutant avec la jeune femme, il n'a jamais été mis en avant dans des conversations des envies de terminer sa vie de la part de Phoebe. Même si bien entendu, elle n'était pas à l'intérieur d'elle et ne pouvait pas savoir ce qu'elle pensait. En outre, la jeune femme avait également des projets sur le long terme, comme un voyage humanitaire en Inde avec un très bon ami à elle. Projet qui par ailleurs semblait la réjouir tout particulièrement et redresser son moral lorsqu'elle abordait ce sujet justement. Finalement, on se rend compte alors que la thèse du suicide n'est pas nécessairement aussi solide que l'on pourrait le penser. D'autant plus que le jean de la jeune femme retrouvé dans le local était baissé en dessous des genoux, et il est quand même très peu probable qu'une chute vers le bas ait baissé son pantalon à ce niveau-là. Et la ceinture, quant à elle, était toujours bouclée, rendant la position de ce pantalon étrange. Et il est exclu que Phoebe soit entrée dans le vide-ordure avec le pantalon déjà baissé, puisque ça aurait limité le mouvement de ses jambes et surtout, ça l'aurait empêché d'atteindre le petit compartiment. La question est alors la suivante. Un tiers a-t-il aidé Phoebe à passer à travers le vide-ordure? Ou bien, la jeune femme a-t-elle d'elle-même, une fois chutée dans le local poubelle, décidé de baisser son pantalon? D'ailleurs, pour essayer de déterminer le degré de difficulté pour rentrer dans le compartiment du vide-ordure, une amie de Phoebe s'y est tentée. Et elle a eu un mal fou pour se positionner à ce niveau-là, ce qui démontre que ce n'est pas aussi aisé que ça de pénétrer dans ce petit compartiment. D'autant plus que l'espace pour pénétrer à l'intérieur n'est large que de 54 cm et 30 cm de hauteur. Donc il faut être particulièrement habile. Et on se rend compte que l'amie sobre de Phoebe a eu un mal fou, tandis que Phoebe, elle, avait ingurgité un hypnotique, un somnifère et une dose d'alcool assez élevée. A noter également que les policiers ont essayé de relever les empreintes digitales sur la trappe qui se trouvait au 12e étage pour voir si Phoebe avait touché des parties à ce niveau. Là encore, un mystère existe puisqu'aucune empreinte viable de Phoebe n'a été retrouvée. Et cela pourrait s'expliquer par le revêtement en acier brossé du vide-ordure, qui est une surface compliquée pour relever des empreintes. Enfin, une déclaration troublante de la part d'une résidente vient ajouter une couche d'étrangeté à cette affaire. En effet, elle précise qu'à 16h, en ce jour du 2 décembre 2010, elle a vu un homme monter dans l'ascenseur au 12e étage. La police évacue le sujet immédiatement, considérant qu'elle a identifié l'homme comme étant un commerçant. Le souci, c'est que la résidente ne parle pas du même homme selon elle, et elle explique que la police a identifié quelqu'un d'autre. Malheureusement, il ne semble pas que la police soit encline à creuser plus profondément cette piste. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais il est temps d'aborder le cas du comportement d'Anthony. Vanessa, l'amie de Phoebe, estime que le comportement d'Anthony est étrange, comme s'il était en train de jouer un jeu d'acteur. Ses propos sont appuyés par ceux du détective O'Brien, chargé sur l'affaire, qui va expliquer qu'il a bien observé Anthony et qu'il faisait semblant de pleurer puisque selon lui, effectivement, il grimaçait, mais il n'y avait aucune larme qui coulait. Il va même plus loin dans la description physique, il explique qu'Anthony était en train de renifler et qu'il n'avait pas le nez qui coulait, que ses yeux n'étaient pas injectés de sang comme le processus normal lorsqu'on pleure. Et vous comprenez bien que ces déclarations sont troublantes dans la mesure où cette personne a perdu un être cher avec qui elle partageait sa vie et que, en théorie, il devrait y avoir un peu d'émotion. Anthony est d'ailleurs interrogé sur sa relation avec Phoebe, qui apparaît comme étant assez chaotique. Phoebe, d'ailleurs, auprès de ses proches, n'hésitait pas à dire qu'elle était malheureuse et ils avaient déjà rompu un certain nombre de fois avant de se remettre ensemble. Phoebe est même allée plus loin, indiquant à sa thérapeute qu'elle se sentait si mal dans sa relation que c'est ce qui l'avait fait glisser peu à peu dans l'alcoolémie. Elle disait également qu'elle ne se sentait pas en sécurité chez elle. Au bout du compte, le décès de Phoebe va être déclaré comme accidentel, ce que sa famille n'accepte absolument pas. Et on peut le comprendre, avec tant de questions restées sans réponse, et une enquête qui semble avoir été somme toute bâclée. Je vous épargnerai l'ensemble des approximations de la police,
mais il y en a quand même quelques-unes qui sont choquantes. La première étant, pourquoi est-ce que les policiers n'ont pas laissé accéder les ambulanciers à la scène de crime pour déterminer l'heure précise du décès, qui a priori, dans cette affaire, était cruciale. La police n'a pas non plus enquêté de manière plus approfondie sur cette mystérieuse personne du 12e étage, vue par une résidente, qui aurait peut-être pu jouer un rôle. Les 2 portables de Phoebe n'ont pas été saisis le soir même, et lorsqu'ils l'ont été, plusieurs messages a posteriori de la mort de celle-ci ont été lus. On peut donc penser qu'il y a eu des manipulations, voire des messages supprimés et peut-être des preuves. Je ne vous ai cité là qu'un fragment des nombreuses approximations de la police, un travail réellement bâclé. A noter qu'en 2018, Anthony se remettra en couple avec une jeune femme, un mannequin, qui sera retrouvé décédé dans la cuisine avec des analyses toxicologiques positives et de l'alcool dans le sang. Un cordon également sera retrouvé autour du cou de la victime, et une nouvelle fois, la famille de celle-ci dira qu'à aucun moment elle n'avait envisagé de mettre fin à ses jours. Et pourtant, cette affaire se terminera également comme celle de Phoebe, avec un non-lieu pour Anthony et une mort considérée comme accidentelle. Voilà, avec tous ces éléments en votre possession maintenant, je vous laisse donner votre analyse en commentaire et j'ai hâte de lire l'ensemble de vos théories. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Ciao.